Bonjour à tous, je suis Alexandre Laurier, directeur général international du groupe SOS, qui est une entreprise sociale de 22 000 salariés dans 50 pays qui organise aussi ce magnifique sommet. Et c'était impossible d'organiser un tel sommet sans parler d'international dans l'hémicycle, puisqu'à l'heure où je vous parle, en Turquie, il y a une négociation pour la paix en Ukraine, bien qu'elle soit boudée par l'agresseur. À l'heure où je vous parle, il y a une famine à Gaza qui est parfaitement évitable. Et à l'heure où je vous parle, on refait les modèles pour calculer s'il y aura 250 ou 300 millions de réfugiés climatiques à horizon 2050. Et malheureusement, la situation va un peu plus loin que ces constats, puisque dans le même temps, au lieu de susciter un sursaut, on constate un repli. On pointe souvent du doigt Donald Trump, le démantèlement du USAID, le rabot de 80% de l'aide au développement américaine, mais en France, on l'a raboté de 40%, comme on l'a fait dans à peu près tous les pays d'Europe. Et il y a un repli nationaliste qu'on observe aussi dans les urnes. Et de ces replis, on constate aussi un début d'inversion des courbes, avec par exemple la courbe de morts du sida, en estimant qu'il y aura à peu près 3 millions de morts supplémentaires dans les 5 prochaines années, qui eux aussi auraient pu être parfaitement évitables si on n'avait pas subi ou échoué à endiguer ces replis. Alors face à ça, il y a plusieurs options. Moi, si je laisse parler mon cœur, il n'y a rien d'autre à faire qu'à chialer. Et si je laisse parler ma raison, en fait, je trouve ça absurde. Et pire, je trouve ça stupide. C'est stupide parce que le développement, c'est un des cadeaux les plus rentables que l'humanité s'est fait à elle-même ces derniers temps. Et je dis rentable, ça peut faire polémique, on va en parler. Mais j'ai 33 ans et depuis que je suis né, on a sorti 1 milliard de personnes de l'extrême pauvreté. Depuis que je suis né, on a divisé l'analphabétisme par 3. On a divisé la mortalité infantile par 2. On en parlait à la dernière table ronde, c'est moins de 4%, mais il y a 2 siècles et demi, c'était un enfant sur 2. Et donc, en essayant de parler de ces courbes plutôt positives, je me demande quel indicateur choisir, quelle boussole choisir. Et c'est pas simple parce que je ne sais pas comment on mesure la vie, comment on mesure l'amour d'un parent à un enfant qui meurt, comment on mesure la liberté d'avoir appris à lire, à écrire et peut-être d'être l'auteur d'œuvres capitales de l'humanité dont vous et moi allons être émus aux larmes. Et donc on en vient à la question des indicateurs. Et face à ça, il y a deux caricatures dans lesquelles je crois qu'il ne faut pas tomber. On en parlera. Il y a la première qui est peut-être de vouloir tout compter en dollars, le PIB. Et très vite, on va chercher un ROI de court terme. Donald Trump appelle ça des deals. Il nous faut des deals. Et on ne regarde pas forcément le ROI de long terme, qui est plutôt positif, je crois, même financièrement, pour la paix, pour la lutte contre la crise climatique. Il y a aussi un extrême qui est de dire, non, en fait, compter, c'est horrible, les dollars, c'est horrible, on va abolir tout ça. Il y a des exemples dans l'histoire qui ont montré que ça n'a pas toujours été fructueux. Les Khmers rouges ont supprimé la monnaie, ils ont dynamité leur banque centrale, ils ont interdit la propriété, ils ont forcé le retour au champ, ils ont rationné le riz, je crois, 10 grammes par personne à la fin, puis à la fin, 20% des Cambodgiens sont morts de famine. Donc, abolir la mesure tout court n'est pas forcément la solution qui a trouvé tous les remèdes. Et entre les deux, parce que l'humanité est intelligente, elle a trouvé tout un tas de matrices pour essayer de quantifier, de mesurer l'impact et mesurer le développement. Et parmi eux, les objectifs de développement durable, je ne dis pas ODD pour nos camarades qui ne connaissent pas tous les acronymes, 17 objectifs fixés par les Nations Unies avec 232 indicateurs. Est-ce que j'ai accès à l'eau potable? Est-ce que j'ai accès à Internet? Est-ce qu'il y a beaucoup d'homicides autour de chez moi, etc. Sauf que ces objectifs, ils ont été dénoncés, notamment par Trump, qui a rejoint la Russie ou la Corée du Nord à ce titre-là. Et vient la question de se dire, en fait, si la température nous dérange, est-ce que la meilleure chose à faire, c'est de péter le thermomètre, ou au contraire d'essayer d'en trouver un peu plus adéquat? Et donc pour en parler, je suis très heureux de réunir
des regards très différents autour de la table que je vais présenter. Olivier de Schutter, vous êtes rapporteur spécial aux Nations Unies, auteur du rapport « Éliminer la pauvreté en regardant au-delà de la croissance ». Vous êtes aussi l'auteur de l'essai « Changer de boussole ». Marie-Hélène Loison, vous êtes directrice générale adjointe de l'Agence française de développement, l'AFD, qui est une vieille maison, qui a été fondée par De Gaulle en 1941, qui est devenue une banque de développement. Et je le dis parce que le mot banque surprend parfois, mais oui, l'AFD, c'est 13 milliards engagés, 1 milliard de produits nets bancaires, 370 millions de bénéfices, 70 millions de dividendes versés à l'État. On pourrait le dire à l'extrême droite qui préfère propager des bobards à ce titre-là, et qui fait des investissements solidaires et durables, mais aussi qui finance la solidarité internationale. Nous avons Adnan Adioui qui nous vient, qui nous vient du Maroc, mais là tout de suite qui nous vient des Émirats arabes, je crois, et de la Syrie, qui est entrepreneur social, qui a fondé le Centre marocain pour l'innovation et l'entrepreneuriat social, mais surtout qui a rejoint la commission du Royaume du Maroc sur le modèle de développement, et donc qui essaie de justement définir des nouveaux indicateurs de richesse et de valeur. Et nous avons également Elisabeth Tchoungui, directrice exécutive RSE, membre du COMEX du groupe Orange. Et Orange, on connaît la multinationale du CAC 40, mais il faut aussi y voir une somme de business locaux dans des pays, notamment en développement, avec une stratégie RSE holistique dans 25 pays, je crois, et donc ce regard un peu double. Donc je suis très heureux de vous avoir autour de la table pour ce débat très riche, et qui dit mesure d'impact dit indicateur, et peut-être que je peux commencer par vous donner la parole, Olivier, puisque je crois que vous êtes un grand fan de la croissance du PIB comme indicateur. Merci, bonjour à tous et toutes, et merci Alexandre pour cette très belle introduction qui donne déjà un tableau très complet de la question qui va nous occuper. Et c'est amusant que vous disiez à un moment donné dans votre introduction, au fond, pour ne pas voir la question de l'urgence climatique, certains gouvernements ont tendance à juste virer le thermomètre, et vous avez ajouté alors peut-être qu'en fait il faut plutôt un autre thermomètre. Et c'est ce que les gouvernements essayent de faire de plus en plus, c'est d'aller vers d'autres mesures du progrès que le PIB, qui reste depuis 80 ans pratiquement la principale mesure que les gouvernements ont pour mesurer le progrès économique. On pourrait évoquer les origines de cette mesure et les lacunes qu'elle présente. Ça nous prendrait sans doute plus de temps que nous n'en avons. Mais ma principale remarque, c'est que ce n'est pas juste une question de thermomètre. Et ce n'est pas en se donnant un autre thermomètre qu'on lutte, par exemple, contre les changements climatiques. On lutte contre les changements climatiques pour ne prendre que cet enjeu-là et que ce défi-là qu'affronte la communauté internationale, en changeant nos manières de produire et de consommer. Et dans le rapport que j'ai fait pour les Nations Unies sur comment éradiquer la pauvreté au-delà de la croissance, j'ai commencé ce rapport en faisant une enquête auprès des 193 États membres des Nations Unies qui ont donné des réponses à mes questions, et beaucoup d'entre eux ont des indicateurs alternatifs de progrès, des mesures de bien-être, des indicateurs de développement humain qui mesurent effectivement éducation, santé, espérance de vie, etc. Mais ce n'est pas ça qui va nous mettre sur le bon cap. Si vous allez trop vite vers le précipice avec votre voiture, que vous continuez d'appuyer sur l'accélérateur, ce n'est pas parce que votre tableau de bord vous avertit que vous allez vers le précipice que vous êtes sur la bonne voie. La bonne voie, c'est ralentir, choisir de changer de cap pour ne pas foncer vers la falaise. Et ça, les gouvernements ne le font pas encore. Et les réponses que très souvent les gouvernements cherchent aux défis qu'ils affrontent, ce sont des réponses qui passent par le PIB, par l'augmentation des richesses, qu'il s'agisse de lutte contre la pauvreté, domaine sur lequel j'ai le plus travaillé, où la recette habituelle, c'est on augmente la richesse monétaire et puis on taxe les entreprises et les ménages les plus riches et puis on redistribue par des politiques sociales et par le financement des services publics. On dépend donc de la croissance économique pour lutter contre la pauvreté. Et pareil, pour la transition écologique, il faut financer l'isolation des bâtiments, les investissements dans les infrastructures de transport en commun ou les énergies renouvelables. Et donc, il faut de la croissance économique pour lutter contre
les changements climatiques, pour répondre à l'urgence climatique. Et donc, chaque fois, on passe par cette case d'augmentation du PIB pour répondre aux défis qui nous sont lancés. Et dans le rapport que j'ai remis aux Nations Unies, j'identifie le problème que cela pose. On n'a pas d'augmentation du PIB sans augmentation du métabolisme de l'économie, c'est-à-dire de l'utilisation de ressources et d'énergie, de la production de déchets et de pollution. La croissance vraiment verte, elle n'existe pas, on pourrait en reparler. Et par ailleurs, la quête de croissance, la recherche de l'augmentation du PIB sous prétexte que ce serait le passage obligé pour lutter contre la pauvreté, en fait conduit à faire des choix qui deviennent contre-productifs. C'est-à-dire qu'on est tellement obsédé par l'idée de créer de la richesse monétaire qu'on choisit des politiques qui, en fait, créent des inégalités, créent de l'exclusion, créent une précarisation du travail, par exemple, qui vont à rebours même d'une politique durable et d'ailleurs soutenable de lutte contre la pauvreté. Et donc voilà, le rapport c'est cela, et je suis maintenant dans une phase où, avec beaucoup d'autres ONG, syndicats, think tanks académiques et agences des Nations Unies, on tente de réfléchir comment la lutte contre la pauvreté peut se passer de croissance. Et comme on va entamer des négociations qui ont déjà démarré sur les objectifs de développement 2030-2045, le moment est venu de se poser cette question, qu'est-ce qui, au-delà des ODD 2015-2030, peut être imaginé pour ne plus devoir dépendre de la croissance économique pour réussir à relever ces défis. Je termine juste en disant ceci, c'est que le débat est très difficile parce que les recettes qui valent pour la France, pour le Danemark ou pour le Canada ne sont évidemment pas valables pour la Mauritanie ou la Syrie. Et donc, il n'est pas indiqué d'avoir pour toutes ces régions et tous ces pays dans des situations très différentes et à des moments de leur développement très différents, des mêmes recettes. Mais être alerté sur, je dirais, les angles morts ou les tâches aveugles qui handicapent notre quête de solutions durables en sortant de ce fétichisme du PIB, ça oui, on doit le faire et ça c'est une leçon universelle. Et vous dites deux choses qui pourraient paraître parfois peut-être contradictoires. Vous dites à la fois peut-être qu'il faut avoir un autre tableau de bord pour le Danemark que pour la Syrie dont revient Adnan. Vous dites aussi peut-être que le tableau de bord, ce n'est pas la solution au problème. Et donc Adnan, pour te donner la parole, ce qui est intéressant, c'est que toi, ton expérience de terrain, elle t'indique aussi que le tableau de bord, il n'est pas toujours quantifiable, que parfois il y a des freins d'ordre intangible ou au contraire des moteurs intangibles qu'on ne mesure pas, qu'on ne quantifie pas, qui permettent le développement. Alors, assalamu alaikum, bonjour. Merci à Impact Tank SOS pour l'opportunité. Ce n'est pas juste que ce n'est pas intangible, mais des fois, les lunettes sont... il y a de la brume dans les lunettes. C'est que les gens pensent que totalement ce qui est valable dans un endroit est valable ailleurs, mais que des fois, c'est que les lunettes qu'on a, c'est les lunettes ultimes. Et c'est la vérité ultime. Et que des fois, cette vérité ultime devient... On a une approche de dehors de leçon. Que ici, ça marche comme ça, donc ailleurs, ça va marcher de la même manière. Moi, je marchais de la gare du Nord à ici, avec un ami Ali qui est quelque part. Il me disait que moi, je suis idéologue réaliste. Donc, ça peut être aussi bizarre, mais j'aime bien réfléchir et aussi comprendre comment les gens fonctionnent. Ce qui se passe très souvent quand on parle de création de richesse, la richesse pour qui? Est-ce que c'est de la richesse inclusive? Est-ce qu'elle est divisée? Toutes les fameuses idées de ruissellement, machin, qui, bon, on ne va pas en parler parce que ça ne marche pas. Et, alors, je vais parler de cette semaine, de ce qui s'est passé. On a environ je ne sais pas comment on dit, 1000 milliards de dollars, 2000 milliards de dollars qui ont été signés cette semaine dans un objectif qui est, je dirais, faire accroître la richesse multipartie dans un côté, qui n'est pas du tout inclusive et qui ne va pas être partagée. Et donc, comment est-ce qu'on peut vraiment réfléchir à le thermomètre ou les lunettes, et que des fois, ces indicateurs-là sont biaisés. Un exemple simple, la Syrie, j'ai passé 2 semaines début avril, Syrie post-libération, j'ai passé du temps avec des Syriens de retour, des réfugiés palestiniens, en fait, tout ce que vous pouvez imaginer. Leur priorité première, même si c'est des gens qui touchent en moyenne 20 $ par mois, alors que le coût de la vie est de 20 $ par jour, quand je leur pose la question, c'est quoi vos priorités? Est-ce que c'est l'emploi, créer de la richesse? Ils me disent là, au moins, on est libre. Et donc, on peut parler.
Et donc, on peut visiter nos familles, parce que c'est des gens qui n'ont pas pu visiter leur famille depuis 10 ans, vivant dans le même pays, donc à 100 km. Hein. Et donc, les questions d'impact systémique, moi j'étais genre, oui, on doit créer des projets, on doit créer de l'emploi, j'ai des trucs assez pratiques. Et j'ai eu des gens devant moi, âgés, hommes-femmes, parce que j'ai essayé un peu de brasser un peu large. J'ai fait de Daraa à Idlib, donc j'ai fait un peu tout le pays. Et les gens me disaient, alors nous, maintenant, d'abord, on veut reconstruire notre confiance en nous-mêmes. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre un dollar dans une question de confiance pour reconstruire, et aussi pour faire écho au panel d'avant, sur le vivre ensemble, pas vivre ensemble juste avec une seule partie de la société. Et donc oui, c'est important d'avoir des indicateurs. Ces indicateurs, c'est des fois des boussoles, mais ces boussoles-là doivent être vraiment, vraiment adaptées et pas utilisées comme étant une arme de traction, pour ne pas rentrer en politique directe, que certains pays, des fois, disent, ben, nous, on est pourvoyeurs de richesse, soit vous faites ça, soit on coupe les aides. Ou soit vous faites ça, ou vous changez de position politique. Tu vois, de Gaza, c'est politique. Alors, comment est-ce qu'on peut mesurer de l'impact, alors que les personnes, parce que moi je suis allergique au concept de Nord-Sud, je suis désolé, mais c'est une logique aussi qui n'est pas égalitaire, alors qu'on est tous humains. Donc, comment est-ce qu'on peut changer de paradigme de pensée pour créer de l'impact et de dire, OK, on est sur la bonne voie, qui dépend essentiellement du local, mais en même temps, je rejoins ce qui a été dit sur le futur, parce que les questions de changement climatique et de transformation climatique, dans beaucoup d'endroits, les gens te disent, ben, nous, ça ne nous touche pas, c'est là-bas. C'est là-bas, oui, mais c'est là-bas, il n'y a pas de frontières dans l'air, il n'y a pas de visa, etc. Donc, si ça se passe là-bas, ça va venir ici. Donc, comment faire jongler entre les deux, faire que les gens au local puissent avoir à la fois les besoins, la réponse aux besoins auxquels ils ont une nécessité absolue pour pouvoir survivre, en même temps se développer. Alors, développer pas dans le sens ramener quelque chose d'ailleurs, comme faire... comme Papa Noël, non, pas du tout. Et de se dire, OK, moi, je veux adresser une problématique locale, que ce soit, je ne sais pas, accès à l'éducation de base, de la santé, ainsi de suite, et de se dire comment la rendre intelligible en créant plus de richesse. C'est intéressant parce que tu évoques plusieurs concepts qui peuvent sembler intangibles, la faculté des populations de trouver des solutions pour elles-mêmes. Tu parlais de confiance en soi, tu parlais de liberté. Marie-Hélène, je pense qu'à l'AFD, vous avez fait beaucoup d'efforts pour développer ce que vous appelez peut-être une boussole du vivant, je ne sais pas si c'est le terme officiel, et qui permet notamment d'appréhender des concepts parfois aussi intimes que la liberté ou la confiance en soi. Comment vous avez fait ? Bonne question et merci à mes co-panélistes. Tout ce que vous avez dit, je pense, met le doigt sur des choses... très intéressante, et notamment effectivement cette question d'interdépendance des objectifs. La question assez fondamentale qui rejoint ce que tu dis autour de l'acceptabilité de la transition, c'est-à-dire qu'en fait à un moment donné il ne suffit pas de décréter qu'on veut faire ci ou ça, il faut voir voilà, comment on rend ceci acceptable, et ça aussi en fait ça renvoie aux interdépendances des objectifs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un objectif de façon isolée, notamment effectivement, on ne peut pas juste travailler sur le changement climatique sans se préoccuper effectivement en même temps de réduire la pauvreté à tout point de vue. Et cette question de l'acceptabilité, en fait, elle nous renvoie au processus, et elle nous renvoie précisément à comment ces solutions émergent. Et voilà, comment on crée aussi un lien entre les institutions et les citoyens qui vont faire que ce sera perçu comme une solution, je dirais, endogène et bénéfique à tous. Alors, à l'AFD, comment ça se passe ? C'est-à-dire que nous, notre point de départ, finalement, c'est on travaille avec des clients et des partenaires. Notre point de départ, c'est qu'il y a des partenaires qui viennent nous voir avec une demande pour financer un investissement, un projet, ou de plus en plus d'ailleurs pour financer la mise en place d'une trajectoire ou d'une stratégie. Vous pouvez donner peut-être un exemple, un cas de projet, un exemple de projet ? Exemple très précis, Afrique du Sud actuellement, vous savez qu'on a signé, la communauté internationale s'est engagée avec l'Afrique du Sud dans un partenariat qu'on a appelé Just Energy Transition, donc partenariat pour une transition énergétique
juste, qui était d'ailleurs la stratégie du gouvernement sud-africain, très précisément. Ils ont mis ça vraiment au cœur de leur politique publique. Et ce deal, pour employer les mots du jour, a été trouvé pour dire très bien, la communauté internationale va soutenir l'Afrique du Sud pour mettre en œuvre cette stratégie. Cette stratégie, elle consiste en quoi? C'est de dire, enjeu majeur en Afrique du Sud, de sortir du charbon. C'est un pays qui est dépendant à 91% du charbon pour produire son électricité. Donc c'est très important pour la communauté internationale que l'Afrique du Sud puisse sortir de cette dépendance au charbon. En même temps, pays extrêmement inégalitaire, c'est le pays le plus inégalitaire au monde, 35% de chômage, donc évidemment qu'on ne va pas pouvoir faire ça sans se préoccuper des conséquences sociales, notamment dans des régions, parce que c'est assez concentré, comme le Mpumalanga, qui concentre ces industries-là. Voilà, donc typiquement là, une stratégie, et on s'engage aux côtés de l'Afrique du Sud pour dire on vous aide à sortir du charbon, mais en fait, c'est aussi une stratégie pour créer de nouvelles filières économiques vertes, pour faire de la formation professionnelle, pour réfléchir effectivement à de nouveaux partenariats qui vont permettre d'avoir cette logique vertueuse voilà, de croissance durable qui ne laisse pas de côté, qui ne crée pas davantage d'inégalités dans un pays très inégalitaire. Ce qui est aussi important en Afrique du Sud, et ça ramène au point que je mettais en exergue au début, c'est que c'est la stratégie du pays. C'est pas l'AFD qui est arrivé en disant « au fait c'est ça, vous devez sortir du charbon », c'est la stratégie du pays. Bon, même s'il y a toute une économie politique derrière, hein, tout le monde n'est pas d'accord, voilà. C'est la stratégie du pays et il y a une attention très forte qui est mise précisément sur les processus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, et nous c'est aussi quelque chose qu'on soutient, il y a tout un dialogue entre le gouvernement, les syndicats, la société civile, pour voir comment on avance ensemble. Alors, qui dit dialogue dit que c'est pas une ligne droite. Voilà, il y a des reculs, il y a des choses qui sont compliquées à mettre en œuvre, mais ça se fait justement avec l'idée que ça doit être acceptable et que oui, les syndicats du charbon, en fait, ils doivent aussi soutenir cette trajectoire et ils vont la soutenir parce qu'ils vont voir qu'il y a des opportunités qui sont créées aussi pour ces travailleurs-là. Pour en revenir à la boussole du vivant, comment on a fait? Les ODD, il y a 230 objectifs, donc en termes de pilotage opérationnel, c'est juste pas possible. Donc on a traduit ces ODD dans cette boussole du vivant qu'on a appelé un dispositif analyse-développement durable qui contient 7 dimensions qui en gros recouvrent l'ensemble des ODD sur donc trajectoire bas carbone, développement bas carbone, résilience au changement climatique, biodiversité, lien social, inégalité genre, économie durable et gouvernance, voilà, précisément pour bien attraper ça. Et cette boussole, ce qui est hyper important, c'est qu'elle nous permet à la fois en interne, évidemment, de réfléchir à ce qu'on fait. En comité, on en discute. Voilà, on positionne les projets en positif ou normalement pas en négatif, mais parfois il y a des notes négatives pour discuter de ce qu'on fait. Éclairer la décision, c'est pas du push-bouton, hein, c'est pas un truc où on se dit bam, il y a une note négative, du coup on fait pas. Ça éclaire la décision. Est-ce qu'on est bien conscient de ce qu'on fait? Ça permet quand même d'exclure certaines choses, du coup, de se dire bah non, il y a des choses qu'on ne va pas faire. Et puis ça permet de dialoguer avec nos clients, de dire au fait, le projet que vous nous présentez, nous, notre analyse, c'est que ça va générer des impacts négatifs forts sur telle ou telle dimension. Est-ce que vous en êtes conscient? Qu'est-ce qu'on peut faire pour modifier le projet? Voilà, typiquement l'Afrique du Sud, on a beaucoup dialogué avec le gouvernement sud-africain pour créer de nouvelles composantes. Et puis pour évidemment suivre, c'est-à-dire une fois qu'on a identifié des risques, parce qu'en ex-ante, là je parle d'ex-ante, c'est une analyse voilà, avant que les choses se mettent en œuvre, on identifie des risques, comment on met en place un dispositif pour encadrer ces risques et s'assurer que les impacts positifs se matérialisent, que les impacts négatifs, on les évite. Vous mettez le doigt sur un sujet passionnant et qui je crois traverse ce sommet de part en part, qui est que la mesure d'impact est performative. Et que dès l'instant où on met en place une carte sur le territoire, elle le modifie un petit peu. Typiquement, on choisit d'objectiver, alors c'est pas en 232, c'est en 7 dimensions, un projet du côté de l'AFD, ça amène à modifier le projet. Et parfois, on peut considérer ça négatif, la financiarisation de la carte sur le monde a modifié le territoire du monde en le financiarisant. Parfois, ça peut être positif, et je donne la parole à Elisabeth Tchungi. Je sais qu'il y a des outils de financement qui sont basés justement sur les résultats, qui permettent aussi de donner une prime à l'impact et non pas à subir, entre guillemets, un dispositif de financement qui serait parfaitement exogène à l'impact qu'il produit, si je ne me trompe pas.
Merci beaucoup, merci à Alexandre pour cette brillante introduction et évidemment très en phase avec mes copanélistes sur cette interdépendance aujourd'hui des ODD. Avant de parler d'Orange, vraiment, voilà un petit flashback. Avant de rejoindre le groupe Orange, j'ai été entre autres administratrice d'Action contre la faim et je n'oublierai jamais cet échange avec le chef d'un village de pêcheurs au bord du lac Tchad, donc Nord Cameroun. Donc le lac Tchad a perdu 90% de sa surface en un siècle. C'est une région entre le Nigeria, le Niger, le Cameroun, où sévit Boko Haram, organisation terroriste. Et ce chef de village disait, c'est très simple, rendez-nous nos poissons et nous rendrons les armes. Donc pour vous dire à quel point, effectivement, le contexte géopolitique, tout est interconnecté et face à ce contexte très mouvant, les grands indicateurs macro sont obsolètes. Donc il faut être inventif et ça tombe bien, des systèmes de financement se mettent en place et effectivement permettent à un groupe comme Orange, qui est donc présent dans 18 pays d'Afrique et du Moyen-Orient, on sert 160 millions de clients, donc on a un impact local très fort dans les territoires. Et aujourd'hui, très concrètement, on arrive à déployer des programmes et à bénéficier de subventions, de prêts bonifiés, de différents organismes, de banques internationales comme l'AFD notamment, parce qu'on est capable de développer des outils de mesure très concrètes. Donc un exemple, en République démocratique du Congo, on a gagné un appel d'offres avec la Banque mondiale sur tout un projet de solarisation et d'offres de services d'électricité via notre entité Orange Énergie. On a aussi une entité sur l'énergie. Et donc c'est un game changer incroyable. Il faut imaginer, on arrive dans un pays comme la RDC, électrifié à 13% seulement. Hein. On arrive, on plante notre antenne, on amène des panneaux solaires et en plus on propose une offre de service pour les habitants en pay as you go. Donc ça veut dire derrière, le réseau arrive, l'électricité arrive. Donc derrière, c'est des activités génératrices de revenus toutes simples, mais un coiffeur qui s'installe parce qu'il peut acheter des tondeuses électriques puisqu'il peut avoir de l'électricité. Donc, et comment on a réussi à avoir cette subvention de la Banque mondiale? C'est parce que via notre plateforme data, Orange Smart Energy, on pouvait rendre compte directement du nombre de clients, donc du nombre de bénéficiaires. Et d'ailleurs, cette subvention a été en deux tranches, parce qu'il voulait d'abord voir les résultats, et comme on a eu des bons résultats, on a pu prouver, on a eu une deuxième tranche. Je pourrais aussi citer avec Proparco, qui est une entité de l'AFD, ce qu'on a pu faire au Sénégal, avec un prêt bonifié de 30 millions d'euros pour développer la connectivité rurale, et qui était directement adossé à deux objectifs de développement durable. Celui lié à la réduction des inégalités de genre, puisqu'il fallait qu'on prouve qu'on pouvait renforcer la féminisation de nos réseaux de management, et puis l'objectif lié à la formation numérique. Là encore, on est capable de mesurer l'impact de notre programme phare, les Orange Digital Center, qui sont des lieux qu'on a déployés dans tous les pays où nous sommes présents, de développement de compétences numériques pour les jeunes, les femmes, gratuits. Et là, on était en mesure d'avoir des chiffres très concrets, puisque nous avons des chiffres audités aujourd'hui grâce à la CSRD. La CSRD, parlons-en, tout le monde a dit « oh là là, c'est une tannée, ça va tuer la compétitivité européenne ». Nous, on est persuadés du contraire, parce que on fait ce qu'on dit ce qu'on fait, c'est mesuré, c'est audité, et on est redevable. Et je vois, parmi mes casquettes, je suis vice-présidente du MEDEF International en charge des financements internationaux. J'ai conduit récemment à Washington auprès de la Banque mondiale, de l'IFC, une délégation d'entreprises françaises qui agit dans les secteurs du numérique en Afrique. Et ils nous ont dit clairement, ils ont renforcé le poids des critères RSE dans leur grille d'appel d'offres. Et deux, ils ont dit, mais vous, entreprises françaises, on sait que vous êtes mieux disantes sur ces sujets que d'autres pays dans le monde, on va dire, très
voilà, très actif en Afrique, et parce qu'aujourd'hui, avec cette CRCD, c'est tamponné, audité, donc la CSRD nous a obligés à renforcer nos mesures d'impact, et tant mieux, parce que c'est de transformation durable qu'il s'agit. Et vous mettez le doigt sur un changement de paradigme, sur le comment on agit, c'est-à-dire que les acteurs publics de développement sont parfois critiqués pour financer au regard des moyens plutôt qu'au regard des résultats, et le type de financement result-based, comme avec la Banque mondiale, montre qu'il y a ce changement-là. Dans les mutations du comment, je crois aussi qu'il y a un grand appel à la localisation, au fait de faire confiance aux sociétés civiles. Alors, le Grand Bargain avait fixé l'objectif d'avoir 25% des financements humanitaires qui vont directement à des structures du Sud, désolé Adnan, mais en tout cas locales, bénéficiaires de l'aide. Dans la vraie vie, on est à 2%. On est à 2% et ça décroît. Donc Adnan, sur ce comment, je pense que tu es un grand activiste sur la localisation, sur le fait de faire confiance à la société civile, mais que ce soit le cas au Maroc, en Syrie ou même en France ou aux États-Unis. Pourquoi est-ce que tu crois dans ce modèle-là ? Je pense que déjà, il y a un paradigme à démystifier. Parce que même la société civile, récemment, on a fait un programme avec l'Union européenne, 2 millions d'euros pour transformer 500 associations pour qu'elles aient un modèle économique, machin, ça a très bien marché, tout est bien. Mais quand on va dans le détail programmatique, c'est qu'en fait, c'est beaucoup de ces lignes directrices, même si elles ont une bonne intention, pour renforcer la capacité d'une structure, ce n'est pas juste l'appui direct ou l'aide internationale directe qui est importante. On a un volet légal. Qu'est-ce qui est permis, qui n'est pas permis. Il y a un volet culturel, parce que dans beaucoup de pays, transformer le récit entre charité, développement, entrepreneuriat social, etc., n'est pas très simple, et que des fois, ça peut avoir des agendas politiques. Et en même temps, comment est-ce que ces acteurs locaux-là, quand on les renforce, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils partent tous après à l'étranger. Moi, j'ai un problème pratique dans mes équipes. Quand les gens deviennent bons, là, ils deviennent les bons migrants. Tu es en train de dire qu'ils n'étaient pas bons avant qu'ils te rencontrent, hein. Non, mais après, minimum. Mais ça, en fait, c'est une grosse problématique dans beaucoup de pays en transition, c'est que quand on renforce les capacités des acteurs locaux qui deviennent en fait assez résilients, etc., ce qui se passe, c'est que pour différentes raisons, raisons économiques et culturelles, etc. Et donc, et très souvent, on revient à la case départ. C'est-à-dire, on a des acteurs de la société civile qui ont de l'intérêt, qui ont de l'énergie. On veut les renforcer. Il y a beaucoup d'argent qui est mis à disposition par rapport à ça. Mais après, comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact direct entre la durabilité de ces actions locales, que cette association dans le Sahel ou au Burundi ou autre, elle puisse arriver à un niveau, et que des fois, j'ai mis l'exemple de la Banque mondiale, c'était où? C'était à la RDC. Ce qui se passe, c'est que des fois, il y a de grands acteurs qui viennent, bonnes intentions aussi, mais les externalités négatives, ce qui se passe, c'est que les petits acteurs ne sont pas éligibles pour pouvoir rentrer dans ces chaînes de valeur. Et donc, ce qui se passe très souvent, c'est que la théorie des grands nombres, le mieux disant versus le moins disant, et que des fois, les évaluations ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est comme vous disiez tout à l'heure sur les questions de réduire les impacts négatifs, il n'y a pas de solution miracle. Tu mets le doigt aussi sur un procédé qui est dur à quantifier, mais aussi dur à implémenter, qui est de viser le renforcement de capacité des acteurs locaux plutôt que l'objectif final, comme un objectif à part entière, ce fameux comment de renforcement. Marie-Hélène, à l'AFD, comment est-ce qu'on met en œuvre cette boussole du vivant en visant aussi ce renforcement d'acteurs locaux? Alors, question intéressante, parce que en fait, quand on parle de la mesure d'impact, c'est évidemment aussi très en lien avec la redevabilité. C'est-à-dire qu'on le fait aussi parce qu'à un moment donné, on doit rendre des comptes sur l'efficacité et notamment de la ressource publique qui nous est confiée. Donc c'est aussi bien sûr l'objectif de cette mesure d'impact. Et là, ce qui est un tout petit peu compliqué, c'est que quand on se pose cette question de est-ce qu'on alloue bien les ressources là où l'impact est le plus important, on peut passer à côté d'un certain nombre de sujets, y compris celui-là. C'est-à-dire que autant de dire, voilà, paf, on a mis X euros, on a X milliers de filles à l'école, on a X millions de personnes qui ont accès à l'eau potable, etc. Ça parle à tout le monde, c'est enfin, facile, entre guillemets, mais on voit bien de quoi on parle. Et en même temps, ce qu'on fait sans doute de
plus important dans notre rôle d'institution de développement, c'est de renforcer les institutions. Parce qu'à la fin, ce qui va en fait perdurer, c'est ça. C'est d'avoir des institutions. Quand je dis institutions, c'est au sens très large. Ça, c'est très compliqué à mesurer, en fait. Mais c'est quand même pour ça qu'on a inclus, quand je vous parlais de nos 7 dimensions, il y a cette dimension gouvernance. Et dans les 3 piliers, voilà, cette dimension et 3 piliers, il y a ce pilier gouvernance qui, pour nous, englobe à la fois le renforcement des institutions et la participation citoyenne. C'est pas simple pour nous de mesurer ça, très honnêtement. Et on sait que là-dessus, on doit faire des progrès. Et je parlais... Tout à l'heure, un des outils fondamentaux qu'on a pour mesurer l'impact, c'est cette boussole du vivant. Mais un des outils aussi, en termes je dirais, de mise en œuvre des ODD, c'est d'avoir une approche trajectoire. Et là aussi, on voit que dans nos outils pour soutenir des trajectoires, arriver à qualifier l'impact de la mise en œuvre d'une trajectoire, c'est assez complexe. J'espère que je ne deviens pas trop conceptuelle. Non, c'est très clair. Et d'ailleurs, je pense qu'on met le doigt sur... une dimension politique et polémique, c'est-à-dire que vous parlez de redevabilité, on parle d'allocation de fonds, de la manière de les allouer, de les objectiver, ce qu'on attend d'eux. En effet, c'est moins dur à mesurer de savoir est-ce qu'un système de justice fonctionne. Et donc cette dimension politique est importante. Et Olivier, vous pouvez observer, vous, depuis les Nations Unies aussi, la manière qu'on a de faire des choix politiques en fonction de la boussole qu'on a adoptée. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui, en 2025, à l'heure de choix politiques qui peuvent sembler démanteler la solidarité internationale ou l'aide au développement, comment vous voyez les prochaines années? Oui, alors d'abord je voudrais réagir à ce que Marie-Hélène Loison a dit, qui me paraît extrêmement important. Je crois qu'il faut sortir de ce dilemme qui nous a longtemps paralysés entre passer par l'État de manière à renforcer les capacités des administrations, ou bien contourner l'État par crainte de corruption et de mauvais usage des fonds et miser tout sur la société civile et les projets de terrain qu'elles peuvent conduire. Je pense que, même si c'est compliqué, c'est l'alliance des deux qu'il faut réussir en utilisant le levier que constitue l'aide au développement et même l'investissement privé comme une manière d'encourager une culture démocratique et participative de développement. Et c'est la seule manière à la fois de s'assurer que l'État ne devienne pas totalement marginal dans le développement, ce qui est le risque, par exemple, dans certaines régions de RDC ou dans certains territoires du Sahel, comme vous le savez bien, et en même temps de s'assurer que l'État fasse des choix qui tiennent compte des réalités du terrain, des attentes des populations et qu'ils soient démocratiques plutôt que technocratiques. Je donne un seul exemple, et c'est une manière, Alexandre, de répondre à votre question. Avec d'autres, notamment la France, nous avons proposé un fonds mondial pour la protection sociale, proposition qui a été faite en 2012, qui a été remise à l'avant-plan en raison de la crise du Covid-19 en 2020. Et l'idée était de promettre un financement de la mise sur pied de socles de protection sociale au gouvernement qui proposait des plans d'action pour le déploiement de la protection sociale à condition qu'il propose des plans pluriannuels négociés avec les partenaires sociaux, avec la société civile, avec les académiques, avec les agences internationales. Bref, non pas des plans qui sont décidés de manière technocratique, unilatérale par un ou une ministre, mais des plans qui résultent d'un processus véritablement inclusif. Et pourquoi proposer ce type de financement? C'est parce qu'à défaut de ce genre d'incitant financier, les gouvernements vont investir peut-être dans la santé, dans l'éducation, parce que c'est relativement facile d'avoir un soutien des bailleurs de fonds pour ces projets-là, mais pour la protection sociale, qui suppose le renforcement des capacités, qui suppose des registres sociaux permettant d'identifier les vulnérables, qui suppose aussi qu'on s'engage à l'égard de la population à assurer des pensions, des allocations de chômage, des allocations, des allocations familiales, etc., il faut un engagement pluriannuel, et c'est quelque chose qui a des très importants retours sur investissement, pour utiliser le jargon dont nous partions, mais qui ne sont pas immédiats. Oui. C'est dans le moyen terme, c'est
après 10 ou 12 ans que l'investissement dans la protection sociale peut avoir un retour. Donc les gouvernements, dans l'immédiat, ne sont pas très incités à le faire. Il faut les y encourager. Et je regrette que pour l'instant, l'aide publique au développement accorde très peu de place à la protection sociale. J'espère que les sommets à venir, donc la 4e conférence internationale sur le financement des politiques de développement en juin-juillet et le second sommet mondial sur le développement social vont être l'occasion de remettre cette question à l'avant-plan. Vous mettez le doigt sur l'effet levier, sur un ROI patient de long terme et le rapport avec la puissance publique, le fait que ça repose sur des politiques publiques, l'implémentation d'outils publics. Sur l'effet levier, parfois un grand oublié des débats sur le développement, c'est que c'était à peu près 220 milliards d'euros de l'aide publique au développement en fonction de comment on compte, mais les investissements directs étrangers dans les pays en développement, c'était 4 fois plus. Et donc, il y a un autre effet levier là dont on peut parler aussi, Elisabeth, sur la manière dont un acteur business, alors on voit bien que c'est pas manichéen, il n'y a aucun de vous ici qui a considéré que c'était une rentabilité ne valait rien ou qu'un acteur ne valait rien, etc. Mais quand on parle de capacitation de la société civile, comme Adnan en est un des grands défenseurs, on parle aussi de capacitation d'entrepreneurs locaux. Et donc pour vous donner le mot de la fin, Elisabeth, comment est-ce que vous voyez-vous le futur de la place dans le développement que peut avoir un acteur business comme vous en représentez un? Moi, je pense que les grandes institutions financières internationales doivent vraiment aujourd'hui se reposer sur l'expertise locale des grandes entreprises, d'une grande multinationale comme Orange. Parce qu'on a une approche pragmatique, on n'est pas des philanthropes, et donc on a une approche très pragmatique. Orange, aujourd'hui, l'Afrique, c'est le principal moteur du groupe et qui a inscrit au cœur de sa stratégie l'inclusion numérique qui passe par le renforcement des capacités de la société civile. C'est vraiment un système vertueux quand on forme gratuitement des jeunes, quand on accompagne des start-up qui répondent à des besoins locaux, également sur des sujets environnementaux, ça sert notre business. Donc aujourd'hui, nous, on a vraiment cette capacité, cette force à créer un écosystème, à aller capter des financements internationaux pour financer nos infrastructures, avec des volets de capacitation des sociétés civiles. Et on est capable, par notre ancrage local, à être très granulaire, notamment parce qu'on est en train de renforcer nos liens avec toutes les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et très exactement, très rapidement, un exemple concret qui montre que la mesure d'impact et les résultats ne se peuvent pas s'en dire 10 ans plus tard, mais en Guinée, par exemple, on travaille avec un réseau d'associations de l'économie sociale et solidaire. Donc, eux s'occupent de repérer dans des villages, et vraiment très granulaires, des femmes pour déployer des activités génératrices de revenus dans des secteurs maraîchers, agricoles, toujours avec une vision durable. Il y a un premier volet, parce que ces femmes souvent ne savent pas forcément lire, écrire, compter au départ, donc elles les forment. Nous, après, on arrive avec le volet numérique, avec le mobile money, qui est un instrument puissant de développement économique, parce que c'est un instrument d'inclusion financière. Et in fine, voilà, c'est une expérience qui a été lancée par Orange Guinée l'année dernière. Et en un an, ces femmes ont multiplié leurs revenus par 2. Mais parce qu'on a cette capacité à avancer en réseau et de l'international, du financement international, jusqu'au niveau local très granulaire. Parce qu'on a cette capacité à fédérer un écosystème dans les pays où nous opérons. Ben, c'est un bon mot de la fin, parce que le spectre est très large. Fédérer, c'est un des objectifs du sommet. On a eu des perspectives qui mettent en avant le rôle indispensable de la société civile pour ne pas faire les choses à côté de la plaque, en gros. Il peut avoir son destin en main quand on est le premier concerné. Le côté business et la faculté, à travers des appuis, de juste avoir 2 fois plus de revenus à la fin du mois. Les outils qui s'ajustent en permanence, et c'est pas simple, pour coller au contexte et à ce qui est efficace, à ce qui est la bonne boussole du vivant. Et je pense aussi
des instances à l'échelle internationale qui sont un peu, je crois, des garde-fous et des grands gardiens, comme vous l'êtes, Olivier, des boussoles qu'on choisit et de celles qu'on a mal choisies par le passé. Donc merci pour la diversité des points de vue à cette table ronde. Merci à tous et on accueille tout de suite Claire Toury.